Salut Simon, Salut. bienvenue à toi. On te reçoit aujourd'hui pour une chaîne qui s'appelle Colloquium. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Yes, je suis Simon Herbeau, j'ai 34 ans et je fais pas mal de musique. Hmm. C'est déjà bien. Ouais, c'est pas mal. Alors c'est la première fois pour nous hein, qu'on a l'occasion de recevoir un musicien qui s'est autant approché des autres sphères musicales, entre guillemets, quoi, ça fait plaisir. Mais on va commencer par le commencement, hein, tu vois. Quand et comment as-tu découvert et as-tu commencé à t'intéresser à la musique? Super tôt. Je pense que par rapport à mes parents qui étaient déjà bien passionnés de musique, j'ai dû faire mes premiers concerts à 2 ans, un truc comme ça, quoi, tu vois. Mon père m'emmenait vraiment partout, il est grand passionné de rock, il fait une émission de radio sur Radio Campus Lille. Donc dès tout petit, j'étais baigné dedans et ça m'a plu. J'ai des souvenirs vraiment hyper jeunes où ça me plaisait à fond, tu vois. Je m'endormais dans les concerts, tout ça, mais j'étais toujours captivé par les gens qui jouaient, mais aussi par je sais pas, l'environnement, l'ambiance, L'atmosphère, ouais. ouais, l'atmosphère. C'est un truc dans lequel je me suis toujours senti à l'aise. Alors que d'autres milieux me parlaient moins, tu vois, le milieu du sport, des trucs comme ça m'a toujours moins touché, mais une salle de concert, un truc avec de la musique, tout de suite je me sentais à l'aise, quoi. Tu nous dis justement que tu as commencé la musique super jeune. Enfin, on va quand même expliquer aux gens que tu es guitariste à la base hein, dans le Mhm. groupe lillois Lumberjack Feedback. Ouais. Euh, à quel moment justement tu as commencé t'as commencé dans la musique super jeune avec ton père qui t'a accompagné, c'est ce que tu nous disais, jouer d'un instrument et comment c'est venu en fait, Ben, assez tard en fait. Je pense que j'ai dû commencer vers les 17-18 ans, quoi. Je m'étais jamais intéressé au côté faire de la musique. J'étais hyper passionné par la musique, j'en ai toujours écouté énormément. Mais de là à passer le cap à en faire moi, je sais pas ce qui a vraiment été le déclic. Il y avait beaucoup d'icônes que j'adorais, mais j'idéalisais pas les gens, tu vois. hmm. Je pense que ça m'intéressait ce qu'ils produisaient comme musique, mais de là à moi passer le pas, ça a été un déclic un soir avec un pote qui lui jouait de la musique et je lui ai dit mais t'as pas de groupe Il me dit non, je joue comme ça. Et c'était un de mes meilleurs potes, je lui ai dit bah vas-y, viens, on fait de la zik ensemble. Il me dit bah tu joues de la musique? Non, mais je vais en faire, vas-y. Du coup, Ok, je ouais. me suis acheté une gratte et puis j'ai acheté la gratte du père d'une pote qui traînait comme ça. Et puis on s'est vu en improvisant notre première répète, alors que je savais même pas jouer du tout. Et puis ça s'est fait naturellement, quoi. Ça s'est goupillé comme ça quoi. Ouais, Donc voilà. autodidacte. Ouais, carrément. Complètement, Ouais. t'as jamais suivi de formation sur le tard Alors, justement pour. forcément, quand tu commences, tu te mets à douter un peu. Il y a les parents qui disent ah, tu devrais prendre des cours. Donc j'ai pris deux trois cours, mais ça me passionnait pas plus que ça. Et tu vois, c'était à l'époque aussi où tu prends des cours, le mec te fait bosser des morceaux qui sont adaptés à quelqu'un qui veut débuter. Mais À moi, ton je niveau, voulais ouais. jouer du suffocation. Ouais. Donc, bon, le mec, je lui faisais écouter. Il me disait ah, bah écoute, attends, chaque chose en son temps, Ok, tu vois. ouais. Et puis au final, j'ai commencé à galérer et à jouer du death et j'ai commencé par là, quoi. Et donc t'as 16 ans, 15 ans? Non, 17 ans en plus. Ouais, 17 ans, donc ouais. quand même un peu sur le tard, quoi. Ouais, Ouais. ça devait être juste 17-18 dans ces eaux-là, quoi. Et du coup, à cette époque-là, le jeune Simon, qu'est-ce qu'il écoute comme musique Ben, dans mes 17-18 ans, j'étais à fond dans le death metal, mais Hmm. vraiment à fond, quoi. J'ai dit suffocation, ça a été un truc qui a été hyper important pour moi. J'écoutais énormément de stoner aussi. J'ai été fan de la première heure grâce à mon père de Caius, Queens of the Stone Hmm. Age. Ça a été le truc et toujours maintenant qui me fascine niveau musique. Le dernier Mm. album de John Garcia, il est impressionnant. Hein. Ouais, J'ai bien aimé. c'est toute une scène Hmm. qui est à part pour moi, quoi. Hmm. Et ouais, j'étais à fond vraiment dans le death, dans le death metal, quoi. Ok, ouais. Du coup, quel a été le premier groupe dans lequel t'as joué officiellement, on va dire Ben, officiellement, c'était un truc qui s'appelait Ossature. Et je pense qu'on a joué de ouais, 6-7 ans, un truc comme ça, quoi. Hmm. Donc tu vois, direct de, du moment où j'ai commencé à faire de la grade
jusqu'à la fin du groupe, c'était cette période-là, quoi. Ossature, on peut trouver des choses encore sur internet Je pense qu'il y a 2-3 trucs qui traînent sur YouTube, ouais. Et c'était genre death metal aussi Ouais, alors après, tu vois, c'était un peu la mode du deathcore aussi, mais nous on se retrouverait pas vraiment là-dedans. On était, ouais, death metal, mais teinté un peu deathcore quand même, mais pas le truc que tu avais à l'époque, hyper emo, tout ça, tu vois, le deathcore As Balloons Rust Black. Non, nous c'était plus teinté death que core, mais il y avait des influences quand Ok. même. Donc ossature, ensuite, au niveau de ton parcours de musicien. Et bien ensuite, sur quasi la fin d'Ossature, j'ai créé The Lumberjack Feedback Ah, direct, avec, ok. ouais, avec des amis de la fac. Et ça fait 10 ans maintenant. Même 11 ans, je pense, qu'on joue ensemble. Ah ouais, ça fait une belle aventure, Ouais, quoi. ouais. Ouais, j'ai enchaîné les deux et Ossature s'est arrêté parce qu'on avait tous d'autres occupations. Et puis moi, j'ai continué The Lumberjack Feedback, quoi. Ça roule. On va avoir l'occasion d'en discuter. Yes. Tu t'en doutes bien, quoi, de tes groupes. On aurait aimé aussi savoir un petit peu quels sont actuellement tes groupes de chevet, quoi. Quels sont les groupes qui te marquent, Thomas, en tant qu'adulte maintenant et en tant que musicien accompli. Alors on va dire que j'ai toujours été hyper éclectique dans ce que j'écoute, mais encore plus maintenant. Mon groupe préféré, s'il faut en citer un, c'est Queens of the Stone Age. J'ai une fascination pour ce groupe depuis le début, quoi. Mais pour te dire, là sur la route, j'ai autant écouté un Cannibal Corpse qu'un Queens of the Stone Age, que des tracks de Lady Gaga que je trouve fantastiques. Tu vois, c'est hyper éclectique. hyper large, ouais. ouais. Et puis, je pense que du fait que je m'intéresse aussi à la production, que je fais pas mal de studios, ça t'aide énormément à voir là où tu vas, tu vois, Développer ton ouais, oreille. voilà, d'écouter d'autres choses. Et puis, c'est de la musique, quoi. Dans n'importe quel style, tu peux avoir des mélodies qui te plaisent, des façons de mixer la chose que tu trouves intéressante. Même si c'est sur des artistes mainstream que tu kiffes pas forcément, mais où tu trouves ça hyper intéressant. Et il y a pas mal de trucs que j'écoute, que je vais écouter 2-3 fois, tu vois, pas forcément approfondir là-dedans. Donc je me dis, putain, mais c'est quand même canon ce qu'ils ont réussi à faire. Le morceau, il est terrible. Je vais pas aller m'intéresser à l'album parce que on est dans une époque où les albums, pour moi, c'est plus si intéressant que ça, tu vois. On va pouvoir en parler, justement. T'as souvent 2-3 tracks qui... Enfin, je parle pour la musique mainstream, hein, tu vois. Mais c'est une façon maintenant de faire les albums où on demande de faire 2-3 morceaux assez forts pour pouvoir faire un album autour. Mais voilà, donc t'as souvent quelques morceaux là, comme ça qui tapent vraiment dans le mille et qui m'accrochent comme ça, qui me font écouter des trucs un peu plus mainstream. Mais je reste à fond métal, hip-hop aussi, beaucoup hip-hop. Cool. Bah, ça fait plaisir. On va pouvoir parler justement de Lumber, parce que c'est quand même une grosse partie de ton parcours et puis de ton emploi du temps, quoi. Pour les gens qui connaissent pas, il y a une particularité forte qui revient beaucoup en fait quand on parle de Lumber dans vos interviews et quand vous en parlez, c'est le fait que vous composiez, vous jouiez live avec 2 batteurs. Ouais. On est d'accord. On vous a souvent fait Est-ce qu'on vous a souvent fait le rapprochement avec Kailesa? Oui, on nous l'a déjà fait parce que Kailesa, c'est de l'extérieur, j'ai envie de dire, le premier groupe qui te vient à l'idée quand on parle de 2 batteries. Même si moi, le fait d'avoir intégré les 2 batteries, j'étais pas tant sur l'optique Kailesa, j'étais plus dans le délire Melvins, tu vois. Moi, pour moi, les 2 batteries, avant que ce soit Kailesa, c'est des albums des Melvins où la première fois que t'écoutes, tu te dis mais merde alors, la batterie, il se passe quoi, tu vois, tu t'arrives pas à comprendre ce qui se passe et quand tu comprends qu'il y a 2 batteurs, ça prend tout son sens, tu vois. Donc ouais, on nous compare souvent avec Kailesa, même si on n'a pas beaucoup de choses en commun à part peut-être le fait d'avoir 2 batteries, tu vois. On est instrumental aussi, donc
Un Melvins, t'as beaucoup plus de morceaux où le chant est moins important qu'un KLSA où le chant est lead à fond, Ouais. quoi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la genèse du projet, les différents changements de line-up, enfin au niveau de votre discographie, vous en êtes où, etc. Yes, alors bah, on a commencé en 2008. Donc à l'époque, il n'y avait qu'un seul batteur. Donc on était à la fac, tu vois, c'était un groupe sans prétention, tu vois. On a commencé comme ça. On a sorti quelques tracks avec une batterie. Je pense qu'on en a sorti deux. Et tout de suite, il y a eu un changement de line-up avec quelques petites embrouilles au sein du groupe. Et suite à ça, moi, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai décidé d'aller au bout de ce que j'avais un peu en tête. C'est-à-dire de... À la base, c'était un peu un projet qui était orienté stoner, qui a vite dérivé sur un peu du post-core stoner. Tu vois, on se cherchait un peu. Et à partir du moment où je me suis dit, je prends les rênes et je vais à fond dans ce que j'ai en tête, on a sorti une première démo avec deux batteries. Et c'est là que vraiment ça s'est bien concrétisé. Et je pense que ça devait être en 2011, un truc comme ça, ou 2012, première démo. Ensuite, on a enquillé peut-être un an ou deux après sur un premier album. Et là, on a sorti un album, je pense il y a un an et demi, 2 ans, je sais plus bien C'est les Mères Mortales, ça. Ouais, voilà. Hmm. Deuxième album. On travaille sur un troisième album. Et je sais pas du tout quand est-ce que ça verra le jour. Et au niveau de la composition du groupe, du coup, c'est deux guitares, une basse, Deux guitares, batteries, une basse, deux batteries, pas de chant. instrumentale. Voilà. Comment tu pourrais qualifier le style du groupe, du coup? C'est toujours dur, tu vois, de qualifier ta musique parce qu'il y a un côté prétentieux à dire on fait notre style. C'est c'est de la musique instrumentale. Quand on nous demande de le résumer, moi j'aime bien dire que c'est le côté aérien de Pink Floyd avec le côté noir et rock metal de Black Sabbath, tu vois. Ah, ok, ouais. C'est une belle fusion des deux, même si, tu vois, on ose s'aventurer dans des trucs un peu plus black, death des fois, et des trucs vachement plus aériens d'autres. Ah, c'est bien. Ouais. Moi, ça m'a déjà fait penser un peu à Pélican. Je sais pas si tu connais Ouais, aussi, voilà, quoi, tu vois, au c'est niveau une de, des de nombreuses l'atmosphère, influences. en fait, que ça peut dégager, Ouais, voilà, tu ouais. vois. Ouais, c'est un groupe que j'apprécie énormément, oui. Pélican, Cult of Luna, tu vois, Mm. qui ont aussi deux batteries, tu vois. Ouais. Pas tout le temps, mais tu Mm. vois, ça... T'avais vu Pélican au Grand Mix? Ouais. Ah, c'était bien cool. Alors, ouais, mais alors c'était la tournée avec Torche, il me semble. Ouais, possible, ouais. Et j'avais trouvé Torche 10 fois mieux. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, j'allais pour voir Pélican, quoi, donc... Ouais, moi puis, aussi, mais ouais. tu vois, moi j'ai un peu de mal avec ce groupe. Récemment, moins, mais au moins ils ont sorti des trucs très bons. Et après, c'était ultra chiant. Ouais. C'est un peu le souci que tu peux avoir dans la musique instrumentale, tu vois. Tu peux vite perdre l'auditeur. Pélican, j'ai adoré, je te dis Australasia, des trucs comme ça. J'ai adoré ces albums. Et après, ça m'a vraiment saoulé. Et il y a un album récemment que j'ai bien aimé qui est sorti chez Southern Lord, la maison de disques du mec de Sun. Et j'ai vraiment adoré cet album. Ça m'a réconcilié avec Ah bah. Pélican, tu vois. Bah, c'est bien. Et tu nous disais donc un petit peu la discographie que vous aviez. Tu peux nous expliquer un petit peu les méthodes que vous avez pour composer la musique instrumentale, justement, enfin, Alors ce qu'il y a... c'est hyper compliqué. Hmm. Parce que, tu vois, encore récemment, là, j'étais en train de composer à la maison et tout, mais force est de constater que c'est pas... The Lumberjack Feedback, c'est pas un groupe où tu composes toi à la maison, tu vois. Et tu ramènes le truc en répète et puis tout se fait comme ça, le morceau est précomposé. Non, je me suis encore plus fait le constat récemment, on est 5 et on a besoin d'être à 5, tu vois. Tu peux pas accoucher d'un morceau de 10 minutes en étant devant ton ordi et en composant des riffs et en programmant une batterie MIDI sur ton ordi et en mettant une deuxième pour essayer de faire quelque chose. Non, tu vois, on a deux batteurs, il y a une alchimie entre eux qui fait que quand l'un joue seul, c'est cool, mais quand l'autre met sa partie, tout bouge. Et donc ils sont vraiment obligés
d'être main dans la main pour C'est jouer. Virgile et Nico. Voilà. Pareil avec Joe, le guitariste. Il y a vraiment une alchimie qui se passe entre nous tous, plus tu vois la basse qui vient épaissir le truc encore plus. Voilà, composer, c'est pour ça aussi je pense qu'on met un peu de temps entre les albums. C'est que il faut que ça se fasse par instinct, tu vois. Faut que tu peux pas provoquer ce genre de truc. Là où, par exemple, dans d'autres projets que j'ai mixés ou bien auxquels j'ai participé, effectivement, quand tu es sur des structures un peu plus fermées, tu sais que tu vas avoir une intro, un refrain, un couplet. C'est des choses qui sont à peu près déjà claires. Et donc, tu peux te permettre de, sur un ordi, poser plusieurs riffs, maqueter, et puis bouger des choses pour agrémenter ton morceau. Mais avec la musique qu'on fait nous, c'est totalement impossible. Et, et je pense que de plus en plus, l'idée me plaît pas du tout de faire quelque chose chez moi et, et de soumettre à des gens, ou bien, tu vois, j'ai besoin de faire de la musique avec des gens, quoi. Donc c'est une composition en commun, quoi. Ouais, en fait, direct. tu vois, on va amener des idées qui vont parfois déboucher sur des morceaux et parfois juste déboucher sur des jams qui resteront à jamais indécouvertes. Ouais, bah oui. Ouais. Bah, c'est sympa comme façon de procéder aussi. Ouais, hein. voilà, c'est un échange, tu vois, la musique. Il y a une caractéristique quand même importante, selon moi en fait. Hein. C'est votre son en live. Enfin, déjà sur album, c'est vraiment un bon son. On en discutait tout à l'heure hors caméra avec Shog. Mais en live, le son est vraiment impressionnant. J'ai eu l'occasion de vous voir plusieurs fois sur différentes scènes. Vous en êtes quand même arrivé à un stade où vous avez accès à de belles scènes en fait, hein, tu vois, ce qui est aussi positif et pratique. Comment vous concevez ce son en fait? Est-ce que c'est toi tu fais du son? Je sais que Nico fait du son aussi. Comment ça fonctionne au niveau de votre son en live en fait? Bah, déjà, c'est des choses qui sont un peu travaillées en amont. Parce qu'il y a une règle, c'est que si ton groupe sonne pas en répète, t'auras beau avoir le meilleur mec derrière la console, ça sonnera pas. Donc ça, c'est travailler déjà entre nous. Et puis après, honnêtement, tout le mérite du travail du son en live, il revient à notre ingé son Mathias Savitz. Donc vous avez un ingé son qui vous suit dorénavant. Ouais, voilà, depuis le début, quoi. Il est à nos côtés et on a une totale confiance en lui. On sait que c'est quelqu'un qui connaît son métier. C'est le principal déjà, tu vois. Et surtout qui a la même vision des choses et du son qu'on recherche. C'est-à-dire qu'on pourrait nous reprocher de jouer fort, d'accentuer ou bien d'exagérer certaines fréquences, des trucs comme ça, tu vois, d'être beaucoup dans les basses, dans le son assez gras, tu vois. Mais c'est pas quelque chose qui est innocent, tu vois. Si on joue fort, c'est pas juste pour embêter les gens et pour que ça aille fort et que ça te choque, tu vois. C'est juste que c'est une musique qui a besoin d'être puissante. Ça prend tout son sens quand c'est puissant. Si on joue avec des gros amplis assez poussés, c'est pas juste parce que ça nous fait marrer et qu'on veut emmerder le monde, tu vois. C'est juste que ça a du sens. C'est un concept. Oui, voilà, ouais, ça fait et partie donc, Mathias, qui nous suit en live, fait un taf exceptionnel, quoi. Et j'avoue qu'à chaque fois que j'ai eu l'occasion, c'est ce que je disais, j'ai pris une claque par le son, quoi. Et ça me permet de rebondir justement sur une des prestations qui a dû vous marquer autant qu'elle a marqué les personnes, parce que Lumber, ça commence à être bien connu quand même au niveau national. Dans la région, vous êtes bien connu. Je pense qu'on peut même vous considérer comme un fer de lance au niveau de la scène, au niveau régional. C'est mon avis personnel, Ouais. Tu vois. Je te le dis. Vous avez eu l'occasion de faire la première partie de Gojira. Ouais. À Lille, au Splendide. Ouais, on l'a fait 2 fois au Splendide. Voilà, ouais. Et on aurait aimé avoir ton ressenti par rapport à. Est-ce que c'était. Qu'est-ce que vous avez pu ressentir à ce moment-là? Alors, il y a des petites anecdotes là-dessus. Voilà, ouais. C'est que, pour le coup, pour la première fois où on a ouvert avec Gojira, je me souviens, j'étais chez moi et je reçois un appel de à gauche de la Lune qui produisait la date et qui nous dit
oui, est-ce que vous voudriez ouvrir pour Gojira? Donc, bon, écoute, c'est servi sur un plateau, hein, bah, bien sûr, tu vois. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, rencontre avec les mecs hyper sympas, hyper humbles, des, des exemples, hein. Honnêtement, c'est des gens à prendre en exemple. Il y a eu un feeling entre Gojira et nous, honnêtement. Il y a eu un super feeling. Et du coup, quelques années après, l'album qu'on vient de sortir, Mère Mortale, moi j'avais pour projet d'aller l'enregistrer avec Joe Duplantier à New York en fait. Dans son nouveau studio. Voilà. C'était en route. Lui avait beaucoup accroché sur les démos qu'on lui avait envoyées. Il y avait la question du financement parce que comme tu te doutes, c'est un studio pro, donc t'as des frais. Transport. Voilà, lui qui était prêt à beaucoup nous aider sur la partie financement et sur la partie production, parce que t'imagines bien que c'est un mec qui a une carrière à gérer aussi, tu vois, et mettre ton nom quand tu es à des niveaux comme ça sur un album que tu produis, il y a des enjeux derrière. Donc ça s'est pas fait parce qu'on s'est un peu fait entuber par un label dont je tairai le nom. Donc un petit regret là-dessus, tu vois, ouais. mais quelques années plus tard, t'as Joe Duplantier qui nous propose d'ouvrir à Lille, tu vois. Donc tu dis, bon, tu vois, c'est que la relation s'est pas détériorée, et on était hyper content d'ouvrir pour Gojira. Et tu vois, par exemple, quand tu ouvres sur un Gojira comme ça, t'as intérêt à être sûr de toi. Ah ouais. Et une des choses qui fait qu'on peut être sûr de nous et y aller serein, c'est aussi qu'on a, tu vois, Mathias en son. Parce que Gojira, si tu te prends une leçon, elle est technique, elle est sonore, et visuelle, ouais. tu vois. Donc, t'as quand même un mastodonte en face de toi, tu vois. Et tu dis, moi, j'arrive avec mon groupe, le public de Gojira, il est là pour entendre de la vitesse, de la double pédale, des trucs qui tracent. Moi, j'arrive avec mes tempos à 90, mon son hyper lourd et lent. Bon, t'as intérêt à scotcher les mecs quand même, parce que sinon tu te mets le doigt dans l'œil, quoi. Donc, nous, on est arrivé serein parce qu'on savait ce qu'on avait à faire, et on savait que le mec qu'on avait en face, il était apte à faire du putain de boulot, et ça l'a fait comme il fallait, quoi. Ah, moi j'ai vu une des deux dates du coup, je confirme que c'était vraiment fat quoi, donc big up quoi, trop bien quoi. Voilà. Et on sent quand on parle que c'était une super expérience quoi. Ouais, c'est clair, fait tu vois. plaisir. Donc, merci à Mathias, on le remerciera jamais assez, je pense. Et dans le même ordre d'idées, vous avez eu aussi l'occasion de jouer quand même dans le plus gros festival métal de France, Yes. limite un des plus gros d'Europe maintenant, à le Hellfest. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur comment ça fonctionne quand tu es un artiste émergent, que tu es invité à jouer sur une scène, enfin au niveau des conditions, au niveau de l'accueil, au niveau de... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça, comment, enfin ton ressenti par rapport à cette expérience? J'ai fait pas mal de festivals, que ce soit en artiste ou en public, hein. Mais le Hellfest, ça reste la meilleure expérience, tu vois. T'arrives au Hellfest, t'es considéré autant que la tête d'affiche. Il n'y a pas de différenciation, il n'y a pas de t'es un petit groupe, fous-toi là. Tout le staff est pareil avec toi que... Je pense que cette année-là, il y avait Black Sabbath qui jouait. On a été traité à la même enseigne. Effectivement, t'as pas les mêmes loges parce que t'es pas le même groupe, quoi. Et t'as pas les mêmes besoins. Mais il n'y a aucune différenciation. Tout est fait pour que tu te sentes à l'aise. Les gens qui t'accueillent, l'équipe technique, sait que tu es un petit groupe. Donc si tu as besoin d'eux pour te sentir encore plus à l'aise et pour rendre ton show meilleur, ils sont là pour t'aider. Si tu arrives avec ton équipe technique, tout est fait pour que tu te sentes hyper à l'aise et que tu sois dans les meilleures conditions, quoi. Du coup là vous êtes arrivé à 6 Ouais. avec votre ingé son? Non, ouais, on n'avait pas pris d'ingé lumière parce qu'on jouait à 11h du matin, un truc comme ça. C'était sous la vallée? Ouais, c'est ça.
La fameuse tente Stoner Doom. Voilà, c'est ça, c'est le temple. Ah, c'est ça, ouais. Pendant 3 jours, le temple du Stoner et du Mm. Doom, quoi. Donc on a ouvert le vendredi, on a ouvert le festival. Et super expérience, tu vois. Le public est présent dès la première minute où tu joues et jusqu'à la fin. Et c'était un putain de souvenir, quoi. Ah, génial. Et tu peux nous en dire un peu plus justement sur les conditions? Genre, vous avez eu un pass artiste valable sur les 3 jours. Ouais, ouais. Alors forcément, tu vois, on en a l'hébergement, profité, on est resté les 3 jours. L'hébergement, il est à ta charge, hein. Ok. Donc, mais, c'est super comme expérience, tu vois. Et c'est un défraiement, vous avez eu un cachet? Oui, enfin, t'as un cachet pour jouer, quoi. Parce que là, vous en êtes où? Est-ce que vous êtes intermittent du spectacle? Alors, Est-ce que- Il y a Nico qui est le batteur, un des 2 batteurs qui est intermittent. Sinon, tous les autres, on a des tafs réguliers, quoi. Donc, intermittent musicien ou intermittent Non, il est technicien, ouais. artiste, je veux dire. Enfin, ouais, technicien, ok. Ouais, ouais. Oh, bien. Ouais, c'est cool. Bon, on se doute que ça doit être une sacrée expérience. Ça commence à faire quand même des belles. Est-ce que tu as d'autres anecdotes de concerts qui t'ont marqué comme ça? Enfin, Ouais, moi, un concert qui m'a vraiment marqué, c'est au Grand Mix à Tourcoing avec Red Fang, quoi. Ah, C'était énorme aussi, ouais. ouais, c'était une super date. Bon, j'étais un peu déçu par Red Fang, tu vois, qui a eu une image un peu du groupe déconnant à mort, tout ça. Mais ils étaient fatigués. Moi, j'étais là à ce concert. Voilà, Je les ai trouvés fatigués, moi. Je pense qu'ils Les étaient. mecs tournaient à fond et Ouais, ils étaient pas fatigués dedans, quoi. Parce que je peux te dire que dans les loges, il n'y avait pas un peu de travers, quoi. Les Ouais. mecs étaient tous comme ça sur leur bouquin ou à écouter de la zik, mais là où on a déjà tourné avec des groupes qui font que ça aussi toute l'année, qui eux sont dans le délire total H24. Mais alors, Red Fang, tu vois, on est arrivé en se disant putain, là on va se marrer. Et au final, on c'était très calme, mais je pense que nous, ce soir-là, moi j'ai ressenti des choses particulières. Bah, Grand Mix, déjà, c'est une salle. Ouais, c'est la salle qui sonne le mieux, Ouais, on je est pense, d'accord, ouais. dans la région, Ouais. quoi. Donc, mais ouais, je sais pas te l'expliquer, mais je me suis senti ultra à l'aise ce soir-là et j'ai adoré le concert qu'on a fait, quoi. Oui, c'était cool. Moi, j'étais là aussi, ouais. Euh, Tu parlais d'autres groupes qui t'ont marqué, qui étaient plus dans le fun ou dans le délire. Hein. Tu peux nous donner des noms? Ouais, là, de tête, on a joué avec Jucifer une fois, qui est un groupe qui joue à 100 000 dB, je pense. C'était au biplan. Et, Feu biplan, ouais, feu le feu biplan. biplan. Et Ouais. là, on est arrivé, on a compris tout de suite que ça allait être un grand moment, quoi. Les mecs sont que 2. Première discussion avec eux, ils nous expliquent que eux n'ont aucun logement, qui se baladent aux États-Unis à travers tous les États-Unis avec un camping-car et une énorme remorque, Mm. et qui se mettent à répéter avec des générateurs dans le camping-car. Ah ouais. Et les mecs, mais vraiment, jouent à 10 000 dB, quoi. Le biplan, j'ai jamais entendu un niveau sonore comme ça dans le biplan. T'as des mecs qui étaient complètement bourrés, qui s'endormaient à terre alors que le truc hurlait. Mm. De devant le biplan, les gens passaient, se demandaient ce qui se passait. On a l'impression que ça fait des éternités, hein, une éternité que c'est Ah, pas ouais. arrivé tout ça. Hein. Ça commence à être long, hein, quand Ouais, même. il y a des super anecdotes comme ça. Où... Et vous avez l'occasion de beaucoup tourner, de faire beaucoup de concerts, justement. Alors, des tournées, pas énormément exact, non parce que, plus. excuse-moi de te couper. Stéphane, qui a préparé l'interview avec nous, en fait, s'est renseigné un petit peu. Vous aviez des tournées de programmées Ouais. qui ont été annulées cause Covid, évidemment. Est-ce qu'il va y avoir un report? Est-ce que tout le travail qui a été fait en amont a été gâché? Est-ce Bah, que vous... c'est compliqué de savoir encore à l'heure actuelle. Est-ce que ça va être reprogrammé? Je sais qu'on avait des dates qui étaient prévues avec Regarde les hommes tombés. Et a priori, pour l'instant, il n'y en a qu'une seule de reprogrammée et ce sera au Grand Mix. Le reste, on avait un projet de tournée avec Year of No Light. Mais te dire ce qu'il en deviendra. Regarde les autres tombés, terrible aussi, quoi. Ouais, ça pareil, on a fait pas mal de dates avec eux, il me semble. Ouais, je pense qu'on a fait pas mal de Le dates batteur El avec eux. Bassi joue dans un groupe de punk hardcore complètement cinglé qui s'appelle Traumatize Youth, je sais pas si tu connais. Non, du tout. Parce que moi j'ai eu l'occasion de jouer avec eux justement, avec ce groupe de punk hardcore, et
Enfin, ils sont bien cool aussi, quoi. Ouais, hyper cool. À chaque fois qu'on joue à Nantes, ils viennent nous voir, on se check, c'est des mecs qu'on apprécie pas mal, quoi. Je voudrais pas raviver des souvenirs douloureux, mais on voulait aborder aussi le sujet un peu des labels. Je sais que Yes. vous aviez commencé avec Lumber, avec Chaotoxin, il me semble. Yes. Et que, enfin, Feu Chaotoxin, Mhm. que vous avez eu l'occasion de signer il y a peu justement avec Feu Deadlight, Yes, du camarade ouais, Alex Martinez, le montagnard, quoi. Ouais. On lui passe le bonjour. Ça en est où un petit peu du coup à ce niveau-là parce que Deadlight a sorti Mère Mortals du coup, Yes, ouais. et pour la sortie du troisième album, vous voudriez travailler avec Honnêtement, j'y suis pas encore. C'est vrai qu'on a un peu la poisse au niveau des labels qui ferment, mais je pense que c'est un problème auquel on va être encore plus confronté à l'avenir, je pense, parce que c'est de plus en plus dur aussi pour les labels indépendants. Mais je sais pas encore vers quoi on va se tourner pour le prochain album, soit le sortir nous-mêmes, soit retrouver un label. peut-être Ça des dépend coprods, de. Ouais, tu vois, ça dépend de tellement de choses, tu vois. Si tu arrives à faire produire ton album par quelqu'un d'assez connu, tu peux avoir des plans qui se dégagent, mais après, faut bien penser le truc, tu vois. Est-ce que signer sur un gros label, ça va vraiment t'apporter des choses, ou est-ce que rester sur un label un peu plus à échelle humaine, c'est pas mieux pour l'optique qu'on a, tu vois. C'est des questions qu'on s'est pas encore posées. Je pense que là, à l'heure d'aujourd'hui, on est plus concentré sur faire de la zik qui nous plaît, et le reste, on s'en fout un peu, quoi. Ça, on avait retrouvé dans une ancienne interview de Lumber, je sais pas si c'est toi qui répondais justement, que en fait vous expliquiez que votre créneau musical était tellement spécifique, on va dire, ou fermé, que c'était vraiment une niche en gros, quoi, tu vois, et que c'était compliqué en fait de trouver des labels qui seraient intéressés par ce style musical en fait. Ben ouais, parce que tu vois, un label, c'est quelqu'un qui investit sur ta musique, quoi, et donc forcément, il y a une logique de rentabilité un peu derrière, de se dire, est-ce que je vais réussir à le vendre? Est-ce que ça va plaire à mon public? De plus en plus de labels essayent de se spécialiser dans un créneau musical, tu vois. Donc, trouver un label qui correspond exactement au créneau musical de Lumber, je pense que c'est compliqué. Ouais. T'as des labels qui le font un peu, mais ouais, je sais pas, c'est un label. Pour moi maintenant là, j'y pense plus trop. Après, je vais peut-être changer d'avis d'ici quelques mois quand j'aurai le produit fini. C'est ça, tu ouais, vois. bah ouais. Mais j'aimerais, tu vois, ce qu'on a vécu avec Chaotoxin, c'était terrible. Honnêtement, le mec bosse hyper bien, tout ça. Bon, après, il a eu des soucis de santé, le label s'est arrêté. Entre nous, enfin, Chaotoxin est devenu. Il y avait un autre truc, Xenocorp, ouais. Xenocorp, c'est ça, ouais. Mais tu vois, Chaotoxin de base était beaucoup plus orienté grindcore. Ouais. Mais Nico, c'est quelqu'un qu'on a rencontré sur un fest qui montait et il s'est lié une amitié énorme, tu vois. Et de fil en aiguille, il est venu à écouter l'album qu'on avait préparé, qu'on voulait même pas sortir sur un label de base, tu vois. On avait fait notre album, on pensait le sortir comme ça. Il lui a dit, putain, j'écoute jamais de trucs instrumentaux parce que ça me fait chier. Et vous, ce que j'ai écouté là, j'ai envie de le sortir, quoi. Donc coup de cœur, quoi. Ouais, coup de cœur. Donc, et il y voyait aussi un moyen d'ouvrir un peu son label. Ce qu'il avait en tête de base, tu vois, parce que je me souviens qu'il avait sorti des trucs aussi un peu plus doom black, tu vois, Eye of Solitude, des trucs comme ça. Donc il voulait s'éloigner un peu de l'image que grindcore et se diversifier. Donc ça tombait bien aussi. Après son label s'est arrêté. Pour Deadlight, là pour le coup, on avait trouvé un label qui nous a mis une belle carotte. Et donc du coup, tu te retrouves à avoir refusé certaines propositions d'autres labels qui étaient intéressés pour signer sur un label, qui t'entubent. Oh.
Du coup, tu te sens un peu con, tu vois, à dire est-ce que je recontacte les labels à qui j'ai mis une crampe, Ah, ouais. tu vois. Et puis au final, Deadlight, on était à un moment où on était un peu saoulé parce que tous les gens qu'on contactait, à chaque fois, c'était des réponses de oui, j'aurai le temps d'écouter d'ici 3 à 6 mois. Tu vois, on se dit, bon, si tu commences une relation avec un label où le mec te dit qu'il a même pas 40 minutes en 3 à 6 mois, qu'est-ce que ça va être quand tu vas sortir ton album Ouais, et carrément. tu vas avoir une question à lui poser. Et puis, on sentait des gens qui étaient intéressés, mais qui s'intéressaient pas vraiment à notre musique, quoi. Tu disais, oui, ouais, je pourrais peut-être le sortir. Mais tu sentais vraiment pas de motivation de leur part, tandis que avec Deadlight, dès les premiers échanges, si je me souviens bien, ça a été bah écoutez, je connais le nom, envoyez-moi ce que vous avez fait, j'écouterai, si j'aime bien, je reviendrai vers toi, si j'aime pas, je te le dirai par contre. Ah, Donc, c'est bien son genre. oui, voilà, c'est quelqu'un d'assez cash et Ouais. tout, et c'est un personnage, mais tu vois, c'est quelqu'un qui a été franc dès le début, et où moi, j'ai senti une confiance dans cette franchise, tu vois. C'est-à-dire que si le mec me dit j'aime bien ta musique, c'est qu'il aime vraiment, il veut pas faire du copinage Hmm. ou bien Il n'y a pas d'intérêt, quoi. Il y a ouais, pas de. voilà, faire ça par intérêt. Et Ouais. s'il aime pas, il me répondra juste va te faire enculer Hmm. comme il aime le faire. Ouais. Bah, d'ailleurs, il s'est noué une sacrée amitié entre vous, quoi. Oui, oui, bah je te dis c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a bien aidé mon groupe quand j'en avais besoin et qui a été plus qu'un patron de label. Tu vois, Hmm. c'est quelqu'un avec qui on a échangé, avec qui on a collaboré. Donc c'est pas juste salut, sors mon album. On s'est vraiment associé sur la sortie. Il a fait du super taf. Il avait un label qui, pour moi, va beaucoup manquer dans le paysage français. Parce que c'est un label qui avait une identité, mais pas qu'une identité de genre, tu vois. Il y avait un style Deadlight, voilà, il y avait vraiment quelque chose, tu vois, et c'est un label qui, pour moi, aurait pu devenir assez important. Ah, je suis Après, d'accord. voilà, je respecte sa décision Hmm. d'avoir arrêté parce que, C'est du euh, taf. voilà, de l'extérieur, Hmm. ça a l'air génial d'avoir Ouais. un label. Je Ouais. pense que de l'intérieur, il vous en parlera mieux que moi, mais de l'intérieur, je pense que tu Ah, vois. puis il y a aussi il y a une autre boîte à côté, en Oui, fait. Une voilà, boîte il a une du marque textile, ouais. de textile Ouais. qui Qui doit le marche bien. faire vivre Ouais. bien plus qu'un label qui doit Ouais. l'endetter, tu vois. Ouais. Carrément. Bah cool, bah merci pour toutes ces informations et puis ces T'en petits prie, ouais. détails, ça fait plaisir. Euh, Seulement, Lumberjack Feedback n'est pas ton seul projet musical, Non. petit cachotier, plus discret sur celui-ci. Hein, enfin, apparemment ça existe depuis longtemps, mais nous on a découvert ça récemment justement en préparant l'interview. T'es aussi bassiste dans un groupe qui s'appelle Mercure. C'est ça. Alors je pense que les gens sont pas forcément au courant justement de son existence ou Ouais, que... Est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît? yes, alors c'est en commun avec Geoffrey qui fait la guitare avec moi dans The Lumberjack Feedback. Ah ok, Voilà. t'es pas parti loin quoi. Non, alors lui a intégré Lumber après, si tu veux. On faisait déjà Mercure ensemble Ah et ok. il est venu se greffer après. Mais voilà, si tu veux, il y a Nico donc qui est à la batterie, pas celui qui est dans Lumber, un autre Nico, et Geoffrey, on est à trois, donc Nico à la batterie, Geoffrey guitare chant et moi à la basse. Et à la base, eux jouaient ensemble dans un groupe qui s'appelait Goom. Et moi j'avais vachement aimé ce groupe et je leur ai proposé de produire 2 titres gratos comme ça, tu vois. J'aurais dit, vous avez rien de sorti, il faut faire quelque chose. Donc, on est allé en studio ensemble, je leur ai produit 2 titres. Et avec Geoffrey et Nico particulièrement, c'est lié une bonne amitié. Et ils ont eu des splits dans ce groupe Goom qui existe toujours, mais avec Nico, mais plus avec Geoffrey. Enfin bref. Et donc, quand Geoffrey a eu envie de remonter quelque chose, il m'a appelé. Donc, on a fait ce groupe Mercure à 3. On a sorti une première démo entièrement digitale
pour commencer. Ensuite, on a regroupé cette démo et des titres qu'on a enregistrés ensemble. J'ai mixé le tout et c'est sorti sur un label lillois qui s'appelle UFV Records de Greg Smet. Ouais. Et là, on est en train de mixer le deuxième album pour lequel on a signé sur un label américain. Indé qui est basé à Los Angeles, qui s'appelle Blossom Records. Ah, c'est cool. Ouais. Et du coup, on est en plein mix. Donc là, eux viennent de ressortir le premier album. Et là, on va leur fournir le deuxième pour 2021. Quoi. Et du coup, quel est le genre de différence que tu peux trouver entre un deal que tu signes avec un label européen et un label américain ? Il n'y en a pas. Si tu veux, ce label, on reste dans l'indépendant, tu vois. Donc c'est toujours de la distribution. Local, du coup. Non, ça peut être nationale, européenne, internationale. Là, pour le cas du label américain qui Non, vous a signé. là, si tu veux, il y a une distrib numérique qui est internationale. Ah oui, ouais. Et, je parle en physique, en fait. Et en physique, en fait, eux, les États-Unis, c'est un peu compliqué, tu vois. Eux fonctionnent beaucoup sur du digital, c'est ça qui est le plus dominant de nos jours, tu vois. Donc, et si tu marches bien en digital, il y a du physique qui se déclenche. Après, nous, pour le coup, pour le premier album, vu qu'il est déjà sorti en physique, il y a une distrib internationale vu qu'il existe déjà. Sympa. Donc, ouais, c'est assez cool. Je fais une petite digression justement, parce que je voulais dis-moi. te parler d'une chose tout à l'heure qui me tenait à cœur aussi. Tu as eu l'occasion de te rendre aux États-Unis Yes. à plusieurs reprises. Ouais. Et il me semble que tu connais des personnes influentes de la musique, en particulier les gars de Mastodon. Il y a l'air. Ouais, alors je connais un peu Brent, le guitariste, par rapport à un ami qui est bien pote avec lui. Et petite anecdote, il nous a invités donc avec mon pote Christophe Rama, que je salue, qui joue dans un putain de groupe qui s'appelle Fahrenheit 21. Et donc il nous a invités au... Non, c'est pas le Sonisphere, un festival sur Paris. Je sais plus le nom de ce festival. Ah, c'est le festival concurrent du Hellfest. Ouais, là, c'est ça, ouais. Comment ça s'appelle ça déjà Le festival Live Nation. Là, je vois, ouais. Ce Ouais, je fameux vois, ouais. gros festival sur Paris. Donc il nous a invités. On a passé une journée là-bas avec lui. C'était énorme. Et ouais, c'est un mec complètement dingue, quoi. C'est un personnage, quoi. Bah évidemment, enfin ce groupe de toute façon. Ouais, enfin, voilà, le mec joue comme un dingue, ça c'est. C'est le Download. Download Ouais, Festival, Download, c'est ça, ouais. Donc il nous a invités au Download, c'était il y a 4 ans, je pense, un truc comme ça. On a passé la journée avec lui là-bas, le concert de Mastodon, c'était génial, quoi. Un mec super cool. Et puis lui, en l'occurrence, il aime bien faire la fête, quoi. Ouais, mais bon, c'est vrai qu'il a cette image de gros fêtard, tout ça, ce qu'il est. Hein. Ça, Moi, Mastodon, c'est un groupe que je suis depuis très longtemps. Je les ai vus plein de fois au concert. J'ai vu plein de fois jouer défoncé, en fait. Et, ouais. Et passer même à côté de ces lives à cause de ça, malheureusement. Quoi. Oui, mais là, pour le coup, il jouait terrible. Et puis, oui, effectivement, t'es entre potes, donc tu fais la fête. Mais bon, pas plus, je pense, que nous, quand on se voit en live, tu vois, faire la fête. Mais voilà, c'est un mec comme tout le monde. Hein. C'est un mec hyper sympa, hyper ouvert, hyper terre à terre. Bah trop bien, avec une sacrée carrière aussi. Ouais, hein, parce que voilà. énorme quand même, ce qu'ils ont réussi à faire. On va passer à une autre facette, à une autre lame de ton couteau suisse, yes. si tu veux bien. Parce que tu disais tout à l'heure, tu as découvert Goom, tu t'es dit c'est dommage qu'ils aient pas du son, tu leur as proposé de produire quelque chose, quoi. Yes. Ça veut dire que tu as des capacités, que tu as des compétences au niveau production musicale. Ouais. On est d'accord. On est d'accord. Tu produis du son, enfin tu t'enregistres des albums, tu fais du mix, tu fais du master, tu fais de la sonorisation live. C'est quand même des domaines de compétences vachement riches et intéressantes par rapport justement à la musique et au fait d'être musicien, quoi. On aurait aimé savoir comment ça t'est venu, comment tu t'es formé, tout ça. Formé comme la guitare sur le tas, tu vois.
avec le groupe qu'on avait au Satur, on n'avait pas de budget pour enregistrer parce que ça, encore maintenant, mais encore plus à l'époque, tu vois, ça représentait un budget de s'enregistrer. Donc système D, tu vois, essayer de le faire nous-mêmes et puis tu bidouilles, tu vois que comme ça marche pas, tu vois que comme ça marche mieux et tu te plantes, tu réenregistres des trucs qui ont foiré et petit à petit tu commences à capter comment les choses marchent, tu vois. Mais je pense il y a deux personnes qui m'ont un peu guidé là-dedans. Il y a Denis qui fait partie du groupe Tribal, qui lui, au tout début d'Ossature, on allait à tous leurs concerts, tout ça, et qui lui nous a proposé de nous produire, donc de venir chez lui, il avait un studio, nous enregistrer 5 morceaux, gratos, comme ça. Et tu vois, en le regardant faire un peu, j'ai capté des trucs, du coup c'est des trucs que j'ai reproduits derrière, et ce qui est assez énorme pour moi, j'en parlais encore il y a quelques jours, c'est que ce mec qui m'a enregistré quand j'étais ado, moi il y a 3 ans j'ai produit leur dernier album. Ah, énorme. Donc tu vois, mais et je le vois comme une suite logique en fait parce que lui m'a appris quand moi j'en avais besoin. Et maintenant, moi, c'est un échange de bons procédés, en fait, tu vois. Moi, je leur montre comment moi, je peux amener leur truc comme eux le voient et comme moi, je le vois. On le voit de la même façon et on a les outils maintenant pour le faire. Donc, je lui montre qu'on sait le faire. Et puis après, il y a une autre personne qui m'a pas mal inspiré, et encore maintenant, c'est Olive du Electric Box Studio. Qui était batteur au voilà, début. Qui a joué avec nous. Ouais. Et qui a enregistré le premier morceau de Lumber. Et encore une fois, tu vois, moi j'ai toujours été fan de son taf, de sa façon de bosser. Il est fort reconnu au niveau de la... Voilà, ouais. C'est un mec qui gagnerait à être beaucoup plus connu pour son travail. Parce que avec les moyens qu'il a et les compétences. C'est un mec qui te produit des trucs, mais fabuleux. Et c'est un super batteur aussi, c'était le batteur de Confusion. Voilà, c'est ça, ouais. C'est un musicien hors pair. Voilà. Olive, c'est un mec qui te rentre tout ce que tu veux, quand tu veux, à n'importe quel instrument. Ok. Donc, voilà, c'est deux personnes qui m'ont ultra influencé. Et Olive, on a produit le premier morceau de Lumber avec lui. On produira le dernier avec lui, c'est sûr. Quand il était question de partir... enregistré avec Joe Duplantier. Il était du voyage, quoi. Voilà, nous, il était convié avec nous, Olive, quand on a fait les rendez-vous avec Joe. On lui a dit, écoute, t'as peut-être une équipe technique qui cartonne, tout ça, mais nous, on a notre gars. Joe Duplantier, il a compris que Olive, c'était le mec qu'il nous fallait. Nous, on sait bosser avec Olive. On voulait Joe Duplantier pour la partie production, vraiment façonner les idées, travailler sur la musique, parce que c'est quelqu'un qui avait cette même vision de la musique qu'on faisait, tu vois. Mais Olive, tu gagnes du temps avec lui à être en studio, parce que c'est une machine. Et t'es sûr du résultat. Il y a rien qui peut déborder. C'est la réputation qu'il a. Voilà. Un exemple qui a pu travailler sur un album live de Gojira. Alors non, Olive, il a jamais bossé pour Gojira. Il y a Rémi Boy. C'est Rémi Boy, je confonds. Putain, Rémi Boy qui a un super mixeur lillois et qui fait des super Olive qui n'a pas été aussi. aux États-Unis avec Bad Bastard. Voilà. C'est ça, je confonds. Ouais. Olive a fait énormément de trucs. Tu vois, il a enregistré. Il me semble qu'il a enregistré un album de Black Bomb aussi. Il a produit avec Matt Bastard un album, il me semble, de Amandine Bourgeois, tu vois, rien à voir, mais c'est un mec qui saura te faire sonner un groupe death metal comme les plus gros groupes de death, qui va te faire sonner un truc pop mainstream comme il faut. C'est donc il est vraiment... Allez voir Olive, c'est sûr. Polyvalent à fond. Valeur sûre, ouais. On va revenir sur toi si tu le veux bien, après cette parenthèse sur donc les deux personnes qui t'ont influencé. C'est quand même beau de se dire que
on commence en autodidacte et on finit à sonoriser Glosson au Hellfest par exemple, tu vois. Ouais, ouais. Il y a quand même un écart gigantesque, quoi. Euh, Est-ce qu'il t'arrive de penser justement à l'évolution de l'accessibilité et des conditions d'enregistrement, tu vois? Il y a quand même des progrès qui ont été faits et une facilité maintenant pour les gens d'accéder à des enregistrements DIY qui permettent de sonner pas trop dégueu, quoi, tu vois. Et en particulier, on en discutait avec les gars de Colloquium sur tu sais, tout ce qui est editing, recalage, pour avoir un effet vraiment monsieur propre, parfait, quoi, tu vois. Enfin, qu'est-ce que tu penses de tout ça, en fait, de toutes ces nouvelles méthodes d'enregistrement, de... Il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire que, effectivement, maintenant, même si tu sais pas jouer, si tu sais te servir des outils, tu peux donner l'illusion que tu sais jouer et que ton morceau sonne gros, que ton groupe est puissant, tout ça. Mais ça reste une Mais, illusion. mais ça reste une illusion. Et en Mm. même temps, il y a tellement d'outils maintenant que tout a tendance à un peu s'aseptiser, tu vois. Quand tu écoutes des albums de Led Zeppelin ou des Beatles, il y avait bien souvent 4 à 8 pistes. Et encore de nos jours, il n'y a pas un truc qui sonne aussi bien. Mm. Même Black Sabbath, tu disais Black Sabbath, Ouais, même voilà. des pains et tout, fait, qui sont laissés dans les albums. Déjà, les mecs savaient jouer parce que quand t'entrais en studio, t'avais pas le temps de refaire 10 fois ta prise. Ah, de la logique, hein. Ouais, ouais. Donc, tu vois, c'est très bien parce qu'on a accès à des choses qui te permettent d'aller encore plus loin. Mais des fois, comme je disais tout à l'heure, si ton groupe sonne en répète, tu vois, le premier album de Mercure, on s'était juste dit on va en répète et on met des micros, on fait une petite maquette comme ça et puis on sera content d'avoir nos morceaux pour pouvoir les bosser. Et au final, je suis rentré chez moi, je l'ai mixé et on l'a sorti parce que tout marchait. Et pourtant, on n'était pas en mode studio à chercher le son, tu vois. Tu vois, c'était des choses qui marchaient naturellement. Donc, des fois, pas besoin de grand chose pour que ça marche. Et des fois, il faut vraiment se creuser la tête Mm. pour aller chercher des choses indispensables, quoi. Est-ce qu'il y a des groupes que tu aurais aimé produire ou que tu aimerais enregistrer, en fait Ouais, bah, il y a beaucoup de fantasmes, hein, tu vois. Ouais, j'aimerais bien, tu vois, produire un gros groupe, être dans un gros studio une fois, qu'on me laisse les manettes, et puis, tu vois, avec vraiment avoir l'accès au matos. Ah, c'est ça, des gros studios. Ouais. Ouais, voilà. Parce que même à mon niveau, tu vois, ça reste un peu de la bidouille. Tu vois, t'as du matériel semi-pro qui te donne satisfaction, mais je pense que quand t'es dans un gros studio avec une écoute qui te trahit pas, du matériel qui fonctionne tout de suite, tout le temps, des mecs qui jouent comme des dieux, bon, je pense que c'est un autre plaisir. Je dis pas que là, ce que je fais, j'aime pas, hein. J'adore, tu vois, le côté galère, ça te fait apprendre aussi, tu vois. Quand tu reçois des pistes et que la basse marche pas du tout et que tu es obligé de trifouiller ou que la batterie ça va pas, que tu es obligé de faire en sorte que le mec soit content derrière, c'est ça qui te forge. Mais ouais, j'adorerais, tu vois, je sais pas, bosser, ouais, Queens of the Stone Age, Mm. je kifferais euh, participer à un projet d'envergure comme ça, tu vois, ouais, je pense que ça me ferait kiffer, mais je pense que ça me plairait autant de bosser avec un groupe de renom qu'avec des mecs qui n'ont pas forcément de renommée mais dont j'apprécie la musique. Tu vois, là au boulot, j'ai eu un gamin qui était en stage qui, qui jouait de la gratte et qui jouait des trucs cool. Moi, je bosse dans un magasin de musique. Mm. On va en parler. Voilà, à longueur de journée, je me cogne les AC/DC mal joués, Ouais. les Metallica détruits et puis les Slash sous héroïne, tu vois. Mm. Et là, il y avait un stagiaire qui jouait des trucs vraiment cool et il revient régulièrement au magasin et il s'est formé un petit groupe, tout ça. Et je me dis, bah, c'est pas mal ce que vous faites. Vous avez déjà enregistré tout ça? Bah, non, on débute, on n'a même pas de morceau prêt et tout ça. Bah, allez-y, les gars, faites un morceau.
dites-moi quand il est prêt. Et là, cette semaine, on a enregistré batterie et guitare. C'est génial. Voilà, tu vois. T'imagines la chance que tu lui as. Bah, que tu l'as- la chance. Même ce qu'il a dû ressentir le gars. Ouais, c'est non, quelqu'un parce qui que vient tu le voir vois, pour lui proposer de. Ouais, C'est énorme. mais pour moi, c'est pour ça qu'on le fait, tu vois. Moi, je sais le faire. Ça va pas me prendre 2 semaines. Je vais m'investir dans ton projet. En plus, la musique est cool. Ça mériterait d'être écouté. Et ça s'appelle comment il y a un nom il y a quelque Ça chose s'appelle CRS. Donc, on a fait un titre pour l'instant. On a enregistré guitare, batterie. Et je vous enverrai le lien une fois que ce sera fait. Hein. Mais je trouve ça génial de ta part d'avoir fait Bah, un truc comme ça. Quoi. Ouais, moi après, tu vois, moi j'ai souvent des coups de cœur musicaux comme ça, tu vois, où je me dis, ouais, je kifferais y aller là. Tu vois. Et du coup, ça serait intéressant de savoir un petit peu quel regard tu portes sur la scène locale, régionale. Bah, elle est terrible pour moi. Mais je vais me mettre à cracher sur des gens là. Ah ouais. Ouais, ouais. Pour moi, on n'est pas soutenu par les gens qui devraient nous soutenir. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, pour moi, il y a un gros manque au niveau des acteurs régionaux, tu vois. Moi, je prends l'exemple de mon adolescence où à chaque fois que j'allais voir un groupe important, entre guillemets, on avait du local en première partie. Que ce soit au Zénith, à l'Aéro, n'importe où. Il y a toujours eu une volonté de faire exister ta scène locale. Là, j'ai l'impression qu'une partie de la scène locale, c'est des pestiférés et c'est voué à jouer que dans des bars ou dans des lieux autogérés. Et ça marche comme ça, ouais. Alors, je dis pas, il y a des gens à qui j'ai des relations qui font très bien leur taf. Mais tu vois, par exemple, avec Lumber, on a déjà eu des propositions. Oui, vous voudriez bien ouvrir pour tel artiste. Bah ouais, on voudrait bien. Mais écoute, on a déjà joué le mois dernier sur l'île. Ça sert à rien, en fait. Je vais pas aller coloniser toutes les salles de concert, faire toutes les premières parties, parce que mon groupe a un nom qui sort un peu plus que les autres. Moi, j'ai répondu à des mails en disant ouais, on aimerait bien, mais contacte ces mecs-là, ça sera encore mieux en fait. T'as des gens qui font la gueule après. Ouais, c'est dommage. Ouais, tu vois. Donc, tu vois, j'ai rien contre la pop, contre le rap qui domine en ce moment. Je trouve ça génial. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la part des choses. C'est possible en fait de faire une programmation rap, de faire une programmation jazz, de faire une programmation death metal et le lendemain de faire un truc pour les enfants. En fait, c'est possible. Voilà. Ok. On va revenir un petit peu sur le côté technique si tu le veux bien. Est-ce que tu penses que c'est réellement possible que les conditions live viennent restituer la qualité d'un enregistrement? Et je parle par rapport à certains styles musicaux en particulier. Tu es fan de death metal, on peut parler du brutal death, du grindcore, tu vois, tout ce qui est techno death, etc. C'est des albums maintenant qui... Alors, à l'ancien, on parlait de Suffocation tout à l'heure, c'est quand même des anciens avec des sons bien old school, etc. On sent que les productions modernes sont hyper travaillées, hyper propres. Et est-ce que c'est pas plus difficile de les faire sonner en live justement pour avoir une bonne restitution Ça dépend de deux choses pour moi. De l'objectif que tu t'es mis en live. Est-ce que tu veux sonner pareil que sur l'album ou pas? Et après, de la qualité des mecs qui jouent, quoi. Si le mec s'enquille plein d'alcool avant de monter sur scène, mais qui gère, ça marche. Par contre, s'il tient pas debout, ça marchera pas. Ah, c'est sûr. Mais je te dis, j'ai des expériences de Cannibal Corpse qui jouent à 2000 à l'heure et qui sonnent d'enfer. Et des trucs de black metal où sur album c'est dégueulasse et en live il faut que ce soit dégueulasse. Tu vois, ouais, pour moi c'est réalisable. Après, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu triches trop sur album. Ah oui, en live. Et à l'inverse, t'as des trucs qui sur album sont pas dingues, mais qui se laissent écouter. Et je pense que la plupart du temps, c'est un peu voulu de calmer le jeu un peu sur l'album pour qu'en live, tu sentes le truc bien plus punchy, tu vois.
Ouais, ça peut être une. Mais c'est tout à fait réalisable pour moi. Ok. Il suffit de bosser et puis pas d'avoir de grosses prétentions. Effectivement, à partir du moment où ça va vite, tu as besoin de précision. Et si tu veux être précis, Il y a des techniques que tu peux mettre en place, mais il y a aussi justement le. oui, bah, de toute façon, si le mec joue propre, Ouais, voilà. vite et joue bien ses parties, effectivement, en face, tu fais que amplifier ce que le mec te donne. Donc, c'est jouable. On fait un parallèle nickel justement avec la prochaine section. On va parler de la sonorisation live, c'est Mhm. aussi une corde à ton arc. Euh, Quels sont les groupes qui t'ont impressionné par leur son en fait en live? Tu dis que tu étais un gros consommateur de musique. Ouais. Son live, Queens of the Stone Age, hein, qui m'ont scotché plusieurs fois. Gojira. Gojira, je pense que son live, ça reste une des grosses références. Où pour le coup, tu vois, les mecs jouent terrible. Le son en face est dantesque. C'est, c'est pas agressif, c'est plaisant à écouter. Dans un autre style, juste avant le confinement, j'ai vu Cadavar au Grand Mix, qui avait un son mais exceptionnel, quoi. T'as Radiohead aussi. Radiohead en live, je pense que c'est quelque chose, hein. C'est, il y a un son, une couleur de son que tu retrouveras nulle part ailleurs. Le mec qui mixe Radiohead, c'est un génie, quoi. Et Prodigy aussi. Prodigy en live, tu vois, c'est à l'anglaise, quoi. Tout à fond, Ouais, tout dans le carrément. rouge. Ouais. Et tu te dis, putain, mais ça va casser, c'est obligé. Il y a un truc qui va cramer. Tu peux pas aller dans les limites comme ça. Et même quand tu crois que le mec est dans les limites, sur le troisième morceau, il te rajoute des trucs. Tu dis, je savais même pas qu'on pouvait aller jusque-là, tu vois. Il y avait un bouton 11 quoi. Ouais, Non, mais c'est Mathias, notre ingé son, qui avait accueilli l'ingé son de Prodigy au Zénith et qui nous disait il fait les 5 premiers morceaux avec la moitié des subs d'enclencher. Et quand tout le monde s'est pris du son plein la gueule, sur un morceau bien particulier, il lâche tout, tu vois. Donc t'as déjà l'impression que c'est dantesque et que tu vas te prendre quelque chose dans la gueule. Et il en rajoute une couche. Et voilà, les mecs sont à la cool. Pas de prise de tête, tout à fond, quoi. Ouais. Et toi, en tant qu'ingénieur live, justement, est-ce que tu as déjà été confronté à des personnes, à des groupes qui n'écoutaient pas tes consignes ou tes conseils Non, pour, parce que j'ai la chance, vu que c'est pas mon métier, de choisir avec qui je travaille. hmm. Et si les gens me font appel à moi, c'est qu'on a une affinité. Et du coup, il y a une certaine relation de confiance entre nous. Et donc, tu vois, si j'estime que s'ils me mettent à contribution pour leur son live, c'est que ils vont écouter ce que j'ai à leur dire. Après, eux aussi peuvent me dire des choses, hein, tu vois, ça m'est déjà arrivé, même en studio, de moi mixer des choses d'une façon et qu'on me dise ouais, c'est bien ce que t'as fait, mais c'est pas la direction qu'on veut prendre. Ou même sur des lives, me dire ouais, effectivement, c'est mieux ce que t'as fait là, nous on l'aurait pas vu comme ça, ou bien à l'inverse, hein, me dire ouais, ça sonne d'enfer, mais j'aimerais calmer le jeu, ou bien vraiment y aller plus. Ouais, tu vois, vu qu'il y a cette relation de confiance, ça m'est jamais arrivé de me prendre la tête avec un mec, tu vois, qui veut en faire qu'à sa tête et qui Ouais, veut pas qui écouter sait ce mieux que que je dis. toi, Ouais. 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 Et du coup, dans quelle salle ou quel festival t'as pu évoluer en tant qu'ingénieur du son? J'ai pas eu de place attitrée, tu vois, j'ai fait le Hellfest, j'ai fait le Splendide, le Grand Mix, l'Aéro, j'ai déjà mixé, des salles un peu partout en France, en Europe, hein, tu vois. Bah, c'est cool. Ouais, c'est. Mais tu vois, toujours avec des groupes dont j'aimais la musique et qui m'ont embarqué dans leur histoire, tu vois. Et on parle souvent des musiciens, mais on parle peu, tu vois, des techniciens qui accompagnent les groupes, etc. Toi, tu connais un peu les deux facettes. Mhm. Comment tu vois la chose, justement, en tant que technicien, sur le côté musicien, au niveau de l'accueil des différentes équipes dans les lieux, etc. Enfin, est-ce que. Bah, c'est deux mondes différents, mais qui se côtoient, effectivement. Mais la plupart du temps, les mecs sont assez raccords quand même, tu vois. À part peut-être, effectivement, dans les grosses productions où c'est deux mondes très éloignés. Mais à nos niveaux,
t'es technicien et tu fais quasi partie du groupe aussi, tu vois, parce que t'es toujours avec eux, parce que euh, en dehors du côté technique et du concert, t'es avec eux dans la vie de tous les jours aussi, tu vois. Donc, moi, c'est assez proche et c'est des gens qui travaillent comme ça, main dans la main pour le même but, en fait. Tu me dis justement que tu es musicien, ingénieur du son, on va dire ingénieur du son, Ouais, même ouais. si tu n'as pas forcément suivi la formation, enfin, vu l'expérience que tu as et les compétences que tu as acquises, que ce soit en studio ou en live. Mais malgré tout ça, tu dois avoir un emploi à côté, tu vois. Ouais, Est-ce que tu aimerais pouvoir vivre de tout ça? Est-ce que je pense pas. tu as envie que ça Pas- reste une passion? Tu as envie que ça Ouais, reste. parce que forcément, à partir du moment où ta passion devient ton métier, ça a plus la même saveur, je pense. Hmm. À moins de, tu vois, d'avoir un énorme coup de bol, de produire un truc qui marche et de pouvoir continuer à choisir avec qui tu veux bosser. Ouais. Parce que forcément, hein, quand tu fais ces métiers-là, tu fais des projets qui te plaisent et d'autres qui te plaisent beaucoup moins. Parce que alimentaire, hein, Hmm. faut bien vivre. Donc voilà, je te dis, moi, pour moi, c'est une chance de. Si un groupe me propose de bosser avec eux, mais que j'ai pas envie, je dis non. Et s'il y a des mecs qui sont pas forcément intéressés pour bosser avec moi, bah, je peux les tanner pour leur dire allez les gars, on y va. Ouais. Moi j'ai envie de le faire. Il n'y a pas d'enjeu financier énorme, il n'y a pas de, y a pas de pression, tu vois. Donc je pense que c'est cool de pas être les mains Ouais, liées comme carrément. ça. J'ai le Pourtant, choix. à côté, pour ton taf, tu t'es pas forcément éloigné de ta passion, vu que tu disais tout Non, à ouais, l'heure, ouais. tu travailles dans un magasin de musique Ouais, physique, ouais. important de le préciser, parce que Ouais. ça se fait rare De plus de en nos plus, jours, ouais. quoi. Et ça nous permet de rebondir dessus. Euh, Toi, en tant que personne travaillant dans un magasin de musique, comment se passe un petit peu la concurrence avec les sites de vente par Internet qui ont explosé Bah, elle est rude, hein, la concurrence, parce que clairement, si tu pratiques pas les mêmes conditions et les mêmes tarifs, les clients viennent pas. Mais bon, après, c'est un truc avec lequel il faut vivre. Donc, c'est comme ça. Puis on fait avec. Donc, tu sens qu'il y a quand même des personnes qui sont sensibles au fait de venir encore Oui, soutenir oui, les magasins en... parce que tu vois, moi j'ai un peu la même approche que pour le son. Quand j'ai quelqu'un qui vient choisir son instrument, moi j'essaie de le conseiller de la même façon que je le fais quand je produis un album, tu vois. Euh, C'est-à-dire, cherche pas à sonner énorme si tu sonnes pas énorme. Cherche pas enfin, sois pas timide alors que t'as les capacités de faire quelque chose de mieux. Donc voilà, chaque projet d'achat est différent, chaque personne a des goûts différents, mais on va s'entendre, quoi, tu vois. Que tu cherches la guitare premier prix ou celle hors de prix, on va t'accompagner, quoi. Cool. Bah, ouais, c'est comme ça que je le vois, en tout cas, moi. Alors, il nous a semblé aussi que tu étais amateur de beau matériel, voire collectionneur, entre guillemets. C'est-à-dire, Ouais, c'est-à-dire, on a par exemple vu que tu avais récemment acquis les nouvelles rééditions des guitares du guitariste de Tool. ouais, Il me alors, semble, ça, ça tu c'est... t'es fait un bon. Ouais, ouais, Alors, alors... comment tu peux nous expliquer, enfin, quel genre de matériel t'apprécies, quel est un peu ta. Ouais, moi je suis fasciné par une marque qui s'appelle Gibson. On connaît pas. Voilà, c'est une marque mythique hein, des instruments de musique, c'est vraiment une marque emblématique. Et il y a une guitare qui est la Les Paul Custom, dans un coloris un peu spécial qui s'appelle le Silver Burst, qui est un peu mythique de par sa couleur. Tu vois, il y a vraiment un mythe autour de cette couleur qui, selon les dires de certaines personnes, avec la peinture utilisée, ferait que ça sonne différemment. Bon, c'est des mythes, hein, tu vois, c'est un mystère que tu entretiens autour. Personne ne saura jamais si c'est véridique ou pas. Mais effectivement, moi je joue sur ces guitares-là. Et c'est une guitare qui a été mise en lumière par effectivement Adam Jones, qui est le guitariste de Tool, les mecs de Mastodon aussi, qui utilisent ces couleurs-là.
Et récemment, effectivement, il y a Gibson qui a sorti une édition très 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 limitée de cette guitare Adam Jones. Il y en a eu 179 dans le monde. Et j'ai réussi à en choper une, ouais. Ah ouais, bah c'est... Donc ouais, effectivement, pas tant par fanatisme pour Adam Jones, parce que Tool, c'est un groupe que j'adore, mais je suis pas aussi... Enfin, j'adore Tool, mais je suis pas fan comme Queens of the Stone Age, où je On se m'intéresse demandait à justement, tout ce qui sort, tu vois. J'adore ce groupe, j'écoute régulièrement tous les albums, mais il y a un gros fanatisme autour de Tool, je suis pas dedans, j'adore, mais je suis pas ultra fan. Par contre, c'est vrai que l'objet qu'ils ont sorti était en raccord avec ce que moi j'aime d'habitude, donc c'était joindre l'utile à l'agréable, tu vois. une belle acquisition Ouais, en tout cas. super Ouais. acquisition. Ouais. Et est-ce que tu pourrais un petit peu nous décrire ce qui fait ton son au niveau matériel, ce que tu utilises, ce que Yes. tu apprécies? Alors, moi j'apprécie les sons assez puissants, profonds et gras. Donc, je joue sur donc, une Les Paul Custom. J'ai une approche du son assez radicale aussi, c'est-à-dire que j'adore les effets guitare, tout ça, mais moi, dans ma pratique, j'en ai pas. Quoi. Tu vois, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. Nous, on est direct droit au but, tu vois. Guitare, câble, Ampli? un pedalboard avec deux trois trucs qui sont indispensables pour agrémenter, mais on n'a pas des pedalboards avec 50 000 effets, comme tu peux le voir souvent dans les autres groupes qui pratiquent le même style. Donc voilà, j'ai donc une guitare avec une overdrive, une fuzz, un delay, une reverb. C'est tout. C'est les basiques et direct dans l'ampli. Et amplification, qu'est-ce que tu aimes En ampli, utiliser? je joue sur un ampli qui s'appelle un Sun Model T. Et j'ai aussi un PV 5150 qui est mon premier ampli. En 100 watts? Ouais. Ah. Tu vois, qui est un ampli mythique qui a servi la cause du rock et du métal Ouais. depuis sa création. Que ce soit Van Halen, qui était la signature, quoi, jusqu'à voilà, Cannibal Corpse. Et tu le sors en live encore celui-ci? Non, j'ai joué sur les débuts de Lumber, je jouais avec celui-là. Là, le son a un peu évolué, je suis passé sur le Sun. Mais tu vois, c'est des sons assez particuliers. Tu vois. Donc ça fait partie de tes pépites un petit peu justement de matos que... Ouais, après, tu possèdes. c'est pas tant des pépites que ça, parce que c'est du matériel assez commun, tu vois. Le Sun, c'est assez rare, mais le 5150 PV, c'est quelque chose que tu trouves dans... Tu vas à n'importe quel concert métal, t'es sûr d'en trouver un, quoi. Après, il y a une façon de le faire sonner différent. Tu vois, c'est un ampli qui va aussi bien marcher dans le death metal que dans les Foo Fighters. Tu vois, t'as un mec des Foo Fighters qui joue là-dessus. Donc, c'est hyper large comme palette sonore. Et l'accordage que tu utilises avec... alors là, pour l'accordage, je pense que c'est le truc le plus bizarre qu'on ait, quoi. C'est qu'on a notre propre accordage, en fait. On a un peu inventé un accordage qui est un accordage un peu bâtard, un espèce d'open qu'on a créé nous-mêmes, où au final, il n'y a que deux notes. Il n'y a que deux notes dans toutes les cordes de la guitare. Ah ouais. Donc si vous voulez essayer de le reproduire, c'est Si, Fa dièse, Si, Fa dièse, Si. Voilà, il n'y a que ça. C'est assez étrange. Vous n'avez pas donné de nom du coup Non, c'est... Mais voilà, donc... si je te mets ma guitare dans les mains, je pense que tu seras bien perdu, tu vois. Oh, même de façon générale, je suis perdu avec une guitare dans les mains. Bah trop bien, trop bien. On arrive tout doucement vers la fin de notre interview. Merci à toi. Merci à vous. D'être venu, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que tu as d'autres sujets que tu aurais aimé aborder ou des choses à... Non, pas qu'on aurait particulièrement. zappé? N'hésite pas, quoi. On va finir avec une question qui revient régulièrement dans les interviews, à savoir est-ce que tu pourrais conseiller 3 albums qui t'ont marqué ou... Ouais. Je vais dire Atom Heart Mother de Pink Floyd. Song for the Deaf de Queens of the Stone Age. Logique. Avec Dave à la batterie.
Voilà, ouais. Mm. Et puis, allez, je vais dire le choc des viandes de Tribal. Pour taper dans le local. Parce que rien que le nom, le choc des viandes, Mm. ça t'annonce tout de suite la couleur de ce que tu vas te prendre en l'écoutant, quoi. Ça roule. Bah, merci à toi. Merci à vous. On vous souhaite le meilleur pour la suite et bonne continuation. Merci. Salut Simon. Salut.